Enregistré. Ok, donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, à titre de directeur du CRIF-PEQ, il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir à ce webinaire étudiant. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Naïma Tebourbi et Erika Lebeau, qui vont nous présenter ils en sont rendus dans leur parcours, dans leurs études. Donc, on a Marie-Maude Dubuc et Annie Charon qui vont faire les présentations, gérer la période de questions également. Donc, le tout est enregistré. Ça va être possible aussi de le revoir sur le site du CRIFPE éventuellement. Donc, sur ce, je souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Marie-Maude. Merci Stéphane. Donc, je vais débuter par présenter notre première présentatrice. Naïma Tebourbi est spécialiste en sciences de l'éducation et étudiante au troisième cycle à l'Université TÉLUQ. Ses recherches et interventions se concentrent sur l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage en enseignement supérieur à distance. Passionnée par les approches pédagogiques innovantes et actives, elle s'efforce de développer des stratégies qui stimulent la motivation des étudiants tout en optimisant leur expérience d'apprentissage. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule Ludification en enseignement supérieur à distance asynchrone, un levier pédagogique pour soutenir la motivation académique. Alors, Naïma, je te laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par partager mon écran et vous allez me dire si cela fonctionne, étant donné que je ne suis pas trop familière des partages sur Zoom. Donc, je pense que là, vous voyez ma présentation que je vais mettre en mode présentation. On voit bien. Donc, un écran. C'est parfait. Donc, Naïma Tebourbi, doctorante au doctorat professionnel en éducation à l'Université de Sherbrooke. En fait, je suis spécialiste en sciences d'éducation à l'Université de TÉLUQ et je viens vous parler aujourd'hui de l'avancement de mon projet doctoral. C'est ma troisième année cette année. J'achève ma troisième année dans ce parcours et mon projet de recherche porte en effet donc sur la ludification, l'application des principes de la ludification dans un contexte d'enseignement universitaire en ligne selon la modalité asynchrone. Et en fait, je m'interroge à savoir si l'adoption de cette approche dans ce contexte particulier peut représenter un levier pour soutenir la motivation des personnes étudiantes. Alors, dans le cadre du doctorat professionnel, en fait, on est amené, c'est une recherche-action, on est amené à identifier une problématique, un irritant dans le milieu professionnel dans lequel on intervient et d'y apporter en fait une solution, des pistes d'amélioration. Et dans ce contexte-ci, en fait, ce qui a été identifié, ce qui revient de façon assez récurrente dans les sessions de travail et dans les journées plus événementielles, c'est que les équipes de conception et les équipes enseignantes n'ont pas de visibilité sur la façon dont les personnes étudiantes interagissent avec les activités formatives. Alors, dans la théorie, en littérature, on sait que c'est bénéfique, ça soutient les apprentissages, ça soutient la motivation, notamment à travers les rétroactions, la possibilité de réguler ces apprentissages. Mais concrètement, étant donné qu'on est dans une université en ligne asynchrone, il n'y a pas de contact direct avec les personnes étudiantes, on ne le sait pas. Est-ce qu'elles réalisent ces activités-là? Est-ce elles ont des effets sur leur motivation et en bout de ligne sur leurs apprentissages et sur la réussite? Donc, il y a un flou, une espèce d'absence de données qu'on aimerait combler. Il y a bien des évaluations institutionnelles là, qui sont données à la fin des cours, mais qui ne viennent pas nécessairement cibler la relation entre les activités formatives et la motivation. Donc, dans le cadre du projet de doctorat professionnel, on est amené à réaliser deux projets, en fait. Donc, moi, le projet 1, il est presque achevé. Là, je suis à son rapport final. C'est plus au niveau du projet 2 là, que j'ai attiré votre attention aujourd'hui. Donc, dans le projet 1, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, des questionnaires ont été envoyés à l'ensemble de la population étudiante afin de déterminer en fait la façon dont ils interagissent avec les activités formatives et quels effets ces activités-là ont sur leur motivation. Et à l'intérieur du même questionnaire, il y a déjà une ouverture en fait sur leur perception quant à la ludification
de ces activités-là. En fait, je les interroge à savoir est-ce qu'ils pensent que la ludification peut être une piste intéressante pour bonifier ces activités-là? Est-ce qu'ils pensent que ça peut favoriser leur motivation? Ce qui amène en fait au projet 2, auquel je vais commencer là, qui s'installe tout doucement. Le projet 2, en fait, va directement explorer les activités formatives qui ont été ludifiées dans le cadre d'un cours en technologie éducative. Alors, ce cours-ci, en fait, c'est un cours de premier cycle qui a subi une révision majeure et on a profité de le ludifier entièrement dans les activités formatives parce que sa thématique déjà porte sur le thème du jeu, de la ludification, de la simulation. Donc, on a vraiment allié la théorie à la pratique. Alors, la question de recherche dans ce projet-là, c'est celle-ci, là. Donc, dans quelle mesure les activités formatives ludifiées conçues dans un cours offert en ligne selon la modalité asynchrone soutiennent-elles la motivation des personnes apprenantes à poursuivre leurs apprentissages? Donc, il y a plusieurs objectifs à ce projet. D'abord, déterminer si la ludification a sa place dans un contexte universitaire en ligne à distance, dans la bonification qu'elle pourrait apporter à la motivation étudiante dans ce contexte précis, identifier les facteurs facilitants, les irritants qu'auraient pu rencontrer les personnes étudiantes qui ont suivi ce cours ludifié afin d'amener des pistes d'amélioration à cette approche et également formuler des recommandations en bout de ligne aux équipes pédagogiques, enseignantes également qui seraient intéressées à intégrer la ludification dans des contextes similaires. Alors, le concept clé ici, c'est la ludification. On la définit généralement comme étant l'intégration d'éléments ludiques, des mécanismes ludiques dans un environnement qui n'est pas ludique à la base, donc comme un environnement d'apprentissage, un environnement éducatif. Et dans la littérature, on en vante les bienfaits pédagogiques. Donc, la ludification renforcerait notamment la motivation, la stimulerait, faciliterait la rétention des connaissances, l'appropriation des contenus complexes. Elle contribuerait au développement des compétences transversales comme le développement de la pensée critique. Elle offrirait des rétroactions régulières et favoriserait la coopération entre les personnes étudiantes, donc renforcerait le sentiment d'appartenance. Les exemples de mécanismes, en fait, ont tous été repris là dans le cours dont je vous parlais, qui a été révisé. Donc, c'est la présence de badges mettant à la fin de chacun des modules du cours, une fois que c'est complété, que toutes les activités sont réalisées, on offre des badges. Il a été conçu à partir d'une trame narrative qui progresse au fil du cheminement d'apprentissage. Il y a des défis. Donc, les défis, ce sont les activités formatives. Alors, 2 points de précision par rapport à ces activités-là. Elles ont été conçues à partir de l'application Genially, qui a été par la suite convertie dans un format SCORM pour être intégré à la plateforme d'apprentissage Moodle, parce que le cours a été placé sur la plateforme Moodle. On offre des récompenses chaque fois que les activités sont réussies. Donc, ça prend la forme de clés qui permettent d'aller acheter des biens virtuels dans la boutique virtuelle du cours. Il y a également des indices de progression. Bien sûr, il y a des rétroactions qui sont fournies et il y a la présence d'un forum. Donc, il y a 3 pertinences qui ont été isolées par rapport à ce projet-là. Pertinence scientifique, d'abord, il y aurait un manque à combler au niveau de la littérature, parce qu'il existe peu de recherches expérimentales qui se sont intéressées en fait aux effets de la ludification des activités formatives dans un contexte d'enseignement en ligne qui plus est asynchrone. On y voit une pertinence sociale, notamment du fait qu'il s'agit d'une approche qui est quand même reconnue comme étant active, stimulante, pour contrer justement le taux d'abandon qui est encore sensiblement élevé en formation à distance, notamment en essayant de réduire également le sentiment d'isolement qui est inhérent dans ce contexte, en renforçant donc l'appartenance à travers les espaces d'échange, et une pertinence institutionnelle puisqu'on s'aligne avec la mission de l'université qui encourage l'adoption de pratiques innovantes qui vont dans le sens de soutenir la motivation, la réussite, la persévérance, tout en bien sûr respectant les valeurs de l'inclusion. Alors, dans le cadre du projet 2, la méthodologie qui est envisagée, d'abord, il y aura donc des données qui vont être reprises directement, c'est-à-dire que le cours a été mis à l'offre à l'automne 2025. Donc, en septembre 2025, c'était sa première session.
Il y a un focus group qui va être organisé ce mois-ci avec les étudiants de cette session-là. Donc là, il s'agira vraiment d'aller recueillir leurs témoignages, leur expérience de ce cours-ci, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés particulières. Donc vraiment des pistes d'amélioration par rapport à leur témoignage. Des questionnaires vont être également être envoyés, mais là, ça va concerner les deux groupes, parce qu'il y a également le groupe donc, de la session d'hiver qui est en cours. Celui-ci va combiner à la fois des données quantitatives et qualitatives. Et il y aura également des données secondaires qui vont être recueillies. Alors, il y aura déjà les discussions laissées sur le forum. Également, il y a un journal de bord qui va être complété, qui a déjà été complété en fait par les étudiants à la fin du cours, qui vient vraiment retracer leur expérience à travers chacun des modules du cours. Et on a également placé des radars sur le cours OJAR, Google Analytics. Alors, ces radars-là permettent de recueillir des données vraiment sur le comportement des personnes étudiantes, sur la façon dont ils interagissent avec les activités formatives, donc le taux de fréquentation. J'ai oublié juste de mentionner un point très important par rapport aux activités ludifiées, c'est qu'elles ont leur écho en version non ludifiée. Donc là, c'est vraiment non seulement pour respecter les principes de l'inclusion, mais aussi pour les biens de la recherche, pour avoir un indice de comparaison. Donc, c'est notamment ce qui va permettre de réaliser, d'observer OJAR, les traceurs, de voir en fait si ce sont plus les activités ludifiées qui ont été sollicitées au détriment des activités plus traditionnelles, donc celles qui sont dépourvues de mécanismes ludiques. Si c'est à part égale, enfin, ou si c'est complètement le contraire. Donc, c'est vraiment des données de ce genre-là qui vont pouvoir être révélées. Ceci va être analysé à la lumière de la théorie de l'autodétermination, donc la SDT définie par Deci et Ryan, et qui stipule en fait que pour qu'il y ait motivation, pour qu'on puisse parler d'un comportement motivé, il y a 3 besoins psychologiques qui doivent être satisfaits, soit le sentiment de compétence, le sentiment d'autonomie et le sentiment d'affiliation. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une partie dans la démarche d'analyse déductive, en fait. Ces 3 piliers-là vont servir de catégories prédéfinies, mais je laisse également de la place à de l'induction. Là, comme il y aura un focus group, les gens vont parler, les personnes participantes vont s'exprimer, et j'anticipe à ce qu'il y ait des choses qui vont certainement être dites et qui sortiront en fait de ce cadre-là. Donc, il y a une petite place également qui sera laissée à l'induction. Alors là, je vous présente quelques données préliminaires qui ont été recueillies dans le cadre du questionnaire du projet 1, la partie en fait qui laissait place aux perceptions des étudiants quant à la ludification des activités formatives. Et la question qui leur a été posée de savoir si pensez-vous que l'ajout d'éléments ludiques dans les activités formatives pourrait augmenter votre motivation à poursuivre vos apprentissages dans un cours. Alors, 63% des personnes qui ont répondu oui, notamment en mentionnant qui pensent que la ludification pourrait en effet donc soutenir leur motivation, en suscitant leur curiosité, en variant également les modalités, donc en offrant une meilleure flexibilité, en respectant la neurodivergence. 37% ont répondu non. Notamment, il y a comme une méconnaissance de ce qu'est la ludification. Et autre argument, c'est qu'ils associent la ludification en fait au sens au jeu, mais dans le sens enfantin du jeu. Donc, ils le voient comme contrastant avec le côté académique universitaire. Donc, ils détonnent un peu avec les cadres d'un cours universitaire. Et ici, voici quelques données en fait qui ont été issues du cours directement qui a été ludifié. Donc là, quelques verbatims issus du forum, de l'espace d'échange. Donc, je trouve ça important, particulièrement dans le cadre de l'école à distance, où c'est principalement le seul contact humain qui nous relie à ce cours. Je suis le genre d'étudiante qui ne participe jamais sur les forums, mais là, je veux mes clés. Je ne participe jamais aux échanges du groupe, pourtant cette fois, je participe. Donc, on voit qu'il y a quand même eu un intérêt à participer. Généralement, ces espaces-là sont un peu délaissés. Et là, vous avez en fait un diagramme à barres qui permet d'avoir une vue sur l'engagement des personnes étudiantes à réaliser donc, les activités formatives. Donc, la barre verte, en fait, montre l'implication au niveau des activités traditionnelles et ludifiées, donc combinées. On voit qu'il y a peut-être un intérêt qui prévaut, en fait, pour les activités traditionnelles. Donc, c'est représenté en bleu, sauf au niveau du niveau 4, où c'est vraiment les activités ludifiées qui ont un peu pris le dessus. Par rapport au niveau 5, on voit qu'il y a comme un essoufflement dans la participation aux activités formatives. Il
faut juste noter que les personnes qui participent à ce cours sont des personnes enseignantes à l'emploi. Donc, quand on arrive au niveau 5, on arrive à la fin du parcours, c'est le mois de décembre, c'est le mois des corrections. Donc, il y a peut-être une surcharge au niveau professionnel qui peut expliquer la fatigue et puis un essoufflement dans la participation. Donc, grosso modo, j'en suis là dans mon parcours. Donc, le projet 2 est en train de s'installer. Là, je vais commencer tout doucement avec le certificat éthique pour démarrer la collecte de données. Donc là, en fait, il y a des questions qui émergent. Et puis, je profite également de cet espace pour recueillir vos commentaires et vos questions. Je m'interroge entre autres sur le cadre conceptuel que j'ai mobilisé, la SDT. Je me demande si elle va être, si ce cadre-là va être suffisant en fait pour saisir toute la complexité rattachée à la motivation. Est-ce que ça va être suffisant pour analyser donc les effets de la ludification? Et pareil, au niveau en fait des outils de collecte de données, je m'interroge également sur leur efficacité en fait à favoriser donc l'émergence des voix authentiques. Est-ce que ça va pas trop les cadrer en fait? Donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je suis disponible pour vos questions et vos commentaires. Merci beaucoup, Naïma, pour cette présentation. Merci. Alors, je vous invite à donner vos commentaires à Naïma. Ça peut être des questions, ça peut être aussi des propositions. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. On n'est pas beaucoup, hein, donc levez la main à l'écran ou comme vous le souhaitez. Et je vous laisse pour l'adresse courriel si jamais des questions émergent par la suite aussi d'écrire, il n'y a aucun problème. Mais je vois Caroline à la main levée. Oui. Alors, Caroline, je vous cède la parole. Merci, vraiment bravo Naïma, c'était une magnifique présentation, très bien ficelée. Je trouve ton sujet en fait très intéressant. Je travaille aussi sur la ludification, mais dans un autre cadre complètement. Et je me demandais si tu avais vu durant tes lectures le lien entre la motivation intrinsèque et extrinsèque, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de récompenses là, dans les outils que tu vas mettre en place. Est-ce que tu avais vu comme un parce que des fois, on a un peu la critique de dire, oui, ben, si on fait trop de motivation extrinsèque, ça va baisser la motivation intrinsèque. Fait que je voulais juste voir si tu avais déjà euh, pensé ou eu ce cheminement-là de pensée là, de ton côté. Oui, ben merci beaucoup pour ta question, Caroline. C'est sûr qu'on pourrait directement penser que la ludification agit en fait sur la motivation extrinsèque. C'est pas mon objectif. Je veux vraiment observer dans la théorie de l'autodétermination. C'est sûr qu'il y a comme un continuum hein, dans la motivation, justement régulation interne, intrinsèque, etc. Oui, les récompenses, parce qu'on offre dans le cours, vont certainement aller chercher ce côté-là de la motivation extrinsèque, mais il y a aussi toute la dimension, tu sais, la trame narrative qui a été conçue dans ce cours-ci pour susciter la curiosité, l'attention. J'ai pas mis toutes les verbatims, mais c'est ressorti en fait ce côté-là que ça a captivé l'attention, que ça a suscité l'intérêt, en fait, la curiosité. Donc là, on a plus été chercher des mécanismes internes de la motivation, en effet. Merci. Merci beaucoup, Plaisir, merci à toi. Stéphane. Oui. Beau projet en passant. J'aime bien le côté synchrone, à distance et attends, je vais juste admettre quelqu'un dans la salle. Donc, à distance et avec la ludification, j'ai une étudiante qui a déjà fait un projet sur la ludification, mais c'était en présence, donc avec ses étudiants, puis les systèmes de points et tout. Là, dans Moodle, les gens sont tous obligés d'utiliser la ludification, en fait. Est-ce qu'ils ont une option de ne pas l'utiliser ou sont obligés de l'utiliser? Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que chaque activité ludifiée a vraiment un écho. On a vraiment conçu une alternative. C'est vraiment les mêmes questions, la même finalité, mais dépourvues de mécanismes ludiques. Donc là, on va vraiment utiliser les questionnaires traditionnels déjà disponibles sur Moodle. OK. Euh, donc, il y a vraiment un écho. Et puis là, en fait, on laisse vraiment le choix, la flexibilité aux étudiants d'aller vers l'une ou l'autre des modalités, en fait. OK. Fait, ma question, c'était de savoir s'ils étaient obligés de le faire. Donc, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, la ludification, puis de devoir passer par un système de. En tout cas, ça peut des fois infantiliser un peu, ou juste des fois les règles. Là, je ne connais pas toutes les règles pour réussir
Oui. tous les détails de ta ludification, mais il y a des fois, il y a des ludifications qui sont complexes, qui demandent, moi, je vais aller chercher des points d'expérience pour ça va me donner accès à ça. Puis il y en a que en tout cas, moi, si c'est trop complexe, moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, tandis qu'il y a d'autres personnes, oui, ils aiment ça. Puis, fait que, tu sais, selon les gens, selon les apprenants, il y en a qui vont embarquer, d'autres non. Fait que je me demandais si ça, c'était obligatoire ou non. Donc là, tu me dis que non. Euh, peut-être éventuellement, ça pourrait être intéressant de l'obliger aussi. Hein. C'est comme pour ceux qui n'aiment pas ça, mais qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Pour peut-être améliorer la ludification pour qu'elle soit peut-être moins complexe ou tu sais, avoir leur opinion sur qu'est-ce qui pourrait faire une ludification intéressante pour les gens qui sont moins intéressés par la ludification. Mais ça pourrait être un autre projet ou c'est juste des commentaires en fait que je lance comme ça, mais beau Oui, merci projet, beaucoup. beau projet. On n'a pas de mécanisme pour les obliger réellement, les activités, ce sont des activités formatives qui restent Mhm. facultatives. Donc, le but, c'est vraiment on parle vraiment des principes théoriques selon lesquels les activités formatives soutiendraient. Donc, on veut vraiment les améliorer dans cette perspective-là, mais on ne peut pas forcer en fait nos personnes apprenantes à les réaliser. OK. Donc, on leur offre la flexibilité pour s'adapter à leur profil, donc qu'ils y trouvent leur compte, mais on ne peut pas aller vraiment au-delà de ça. OK. Puis, dernière petite suggestion, dans là, est-ce qu'ils sont déjà faites un peu les activités dans Moodle ou pas du tout? Oui, 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 OK. oui, et Ben, oui, le cours est déjà à sa seconde session de roulement. Oui. OK. Ça serait intéressant dans ta présentation de montrer concrètement à quoi ça ressemble, tous ces exemples-là de l'utilisation pour que les gens qui se connaissent pas trop, ou même moi, là, tu sais, je m'y connais un peu, mais à quoi ça ressemble là, concrètement, c'est le Oui. fun de voir le produit fini, là. Oui, Ça nous guide beaucoup sur la compréhension, puis ça, même dès le début de ta présentation, pour faire en sorte que tout ce que tu vas nous dire après, ben, qu'on comprenne bien tout parce que ça peut être abstrait tout au long de la présentation. Donc, merci bonne beaucoup. En continuation. effet. Merci beaucoup. Merci Stéphane. J'ai levé moi-même la main. Stéphane a pris mon idée. Donc, ben merci Naïma pour la présentation. Dans mon cas, je suis vraiment pas habile avec tout ce qui a trait aux activités de ludification. Dans tes prochaines présentations, comme le mentionne Stéphane, je pense que tu peux prendre le temps de bien donner un exemple concret de ludification. Comme ça, les gens vont dire, ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Puis prendre aussi la peine de dire, ceux qui ne font pas de ludification, tu sais, tu pourrais avoir une diapositive, hein, ludification traditionnelle, tu l'appelais l'autre globale. Puis mentionner pour une même, je sais pas moi, pour un même objet ou thématique, je sais pas trop, comment ça se définit chacun. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu manqué au début. J'étais comme, ah, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement et tout ça. Je me suis pris des petites notes pour te. J'avais pas vraiment de questions, mais plus pour t'alimenter dans où est-ce que tu t'es rendu. Euh, Tu avais une question, je pense, qui est ça commence comme genre dans quelle mesure? Et je me suis demandé si on n'osait pas même mettre un mesure au pluriel en se disant il y a peut-être juste pas une façon, mais il y a peut-être différentes façons qui vont ressortir de ton projet. Et je me suis demandé, pour ton quatrième objectif que tu as présenté, je me suis demandé si c'était pas plutôt une retombée qu'un objectif. Moi, je pense qu'au terme de ton projet, à la fin, dans ta conclusion, ta discussion, je suis sûre que tu auras des recommandations. Je me suis demandé si ça faisait pas vraiment partie d'un objectif, mais plutôt éventuellement, là, mais à toi de voir. Et parce que, parce que je suis à l'UQAM, puis c'est souvent ce qu'on dit à nos étudiants lorsqu'ils présentent leur pertinence, mais dans la pertinence scientifique, on dit souvent, tu sais, qu'il y a un manque de connaissances. Puis moi, je t'invite à aller au-delà du manque de connaissances. Est-ce que tu as lu des recherches où les gens ont, comme toi, là, fait ce genre, tu dis qu'il manque de connaissances, fait que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup ou peut-être pas du tout. Mais s'il y en a, c'est quoi les limites que les autres chercheurs ont rencontrées qui pourraient, dans leur cas, être une limite, puis toi, tu pourrais répondre à cette limite-là qui a été relevée. Donc, de t'amener un petit peu au-delà du manque de connaissances, est-ce que
les recherches qui ont été réalisées dans le domaine, même si elles ne sont pas nombreuses? Est-ce qu'il y a des limites par rapport à ça? Puis moi, ben, je suis bien curieuse d'entendre la suite de ton projet. J'aimerais vraiment ça savoir. Tu sais, avec le tableau, là, je me disais, ah, tu sais, j'aurais cru que ludification serait peut-être même plus haut, mais selon tes données, on dirait que c'est le global qui semble le plus fort. Donc, j'imagine que les gens aiment avoir un peu de traditionnel puis un peu de ludification. Puis, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça qu'ils recherchent les deux. Est-ce que c'est un peu comme Stéphane dit, quand c'est juste ludification, ils ont l'impression que c'est plus enfantin ou je sais pas trop. Puis quand il y a du traditionnel, ça, je sais pas, ça les accroche. Ils ont l'impression qu'il y a du sérieux, puis à la fois, c'est le fun d'apprendre en ludification. Je serais vraiment curieuse de voir ça sur pourquoi ils accrochent à ce point-là. En tout cas, félicitations Naïma, puis Merci bonne pratique. beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont commentaires, propositions pour Naïma? Non. Alors, ben, merci Naïma d'avoir pris la peine de Merci. venir faire une présentation aujourd'hui. Euh, on passerait peut-être maintenant à Erika. Marie-Maude, je te laisse la présenter. Parfait. Donc, merci Naïma. Notre deuxième présentatrice se nomme Erika Lebeau. Elle est étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Elle étudie sous la direction de Kathleen Seneca de l'UQAM et de Christian Dumais de l'UQTR. Et son projet doctoral porte sur les effets du jeu de rôle sur le rapport à l'oral d'élèves du secondaire. Erika se spécialise en didactique de l'oral et s'intéresse au jeu de rôle à tous les niveaux. Elle travaille aussi sur le rapport à l'oral et sur le jeu auprès des enfants en éducation préscolaire. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « Jeu de rôle et rapport à l'oral, quels effets possibles ?» Alors, Erika, je te cède la parole. Merci beaucoup. J'en profite pour m'assurer que vous voyez bien ma présentation à l'écran. Oui, génial. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien contente de vous voir aujourd'hui. Je suis aussi bien contente d'avoir la chance de présenter un projet doctoral qui est en construction. Puis qui va porter aujourd'hui sur la problématique principalement, le cadre conceptuel. Dans le cadre des concepts qui seront présentés, il y aura le jeu de rôle puis le rapport à l'oral, qui sont les deux concepts clés. Mais je vais tout de même poursuivre en vous présentant les objectifs de recherche puis la méthodologie qui est envisagée. Donc, vous pouvez très bien prendre des notes, puis ça va me faire plaisir là, d'entendre vos retours à la toute fin de la présentation. Donc, je vais commencer directement en ramenant le fait que l'oral est utilisé au quotidien, n'est-ce pas? Hein? Le premier exemple, c'est que je l'utilise moi-même, Naïma avant moi, pour présenter. On utilise l'oral dans les sphères personnelles, professionnelles, familiales, puis même scolaires. Hein? C'est un outil d'enseignement, d'apprentissage, puis d'évaluation. Puis l'oral, les premiers développements qui sont faits se font à la maison. Hein? On apprend à parler à la maison. Mais selon Dumais en 2016, ces développements-là seraient insuffisants pour en assurer la maîtrise. Ce qui signifie qu'il doit y avoir une poursuite des apprentissages de l'oral qui se fait à l'école pour bien préparer les élèves à entrer en société. Et en classe, ce qui pourrait être fait, c'est d'abord un enseignement de l'oral, mais aussi une mobilisation. Puis par mobilisation, je veux dire une mise en pratique répétée de l'oral, où il est question de contextes qui sont divers et variés. Les situations de communication pourraient être des situations du quotidien aussi, de façon à ce qu'il y ait un bon lien pour préparer les élèves à la société, mais aussi à vivre déjà à l'école et à l'extérieur de l'école. Ceci étant dit, la place de l'enseignement de l'oral en classe, précisément aujourd'hui, actuellement, est un peu plus moindre, bien que l'oral soit une compétence de la classe de français, hein, selon les programmes ministériels. Plusieurs défis sont relevés par la recherche. D'abord, qu'il y a un manque de temps. Les enseignants disent manquer de temps pour faire l'oral en classe. D'autres ressortent qu'en fonction des pondérations ministérielles, ils accordent une proportion pareille à l'oral en classe. Puis là, j'ai marqué en parenthèse, plus le cas tout à fait bientôt parce que si vous n'êtes pas familier et familière avec les pondérations de l'oral dans la discipline français, euh, du primaire au secondaire, l'oral compte pour 20% de la compétence. Puis en cinquième année de secondaire, il descend à 10%. Ça signifie que lecture et écriture, qui font partie de l'écrit,
se partagent le reste des pourcentages. Puis lorsque je parle de oral, mais j'inclus la compréhension orale et la production. Donc, ce sont les pourcentages. Mais dans le nouveau programme, l'oral prend une place un peu plus principale, donc devient un peu la porte d'entrée de la classe de français. Donc, les pondérations ministérielles ne devraient plus être un défi ressorti. Ceci étant dit, d'autres défis persisteront probablement. D'abord, les conceptions puis les présentations des enseignantes, qui est la dernière puce que vous voyez à l'écran, puis aussi le manque de connaissances et de ressources. C'est-à-dire que certains enseignants disent, j'aimerais bien enseigner l'oral, mais je ne sais pas quoi enseigner ni comment faire. Et c'est là que ça se présente comme un défi, encore une fois. À cela s'ajoute comme dernier point les difficultés des élèves en communication orale. Ce qui m'amène à vous présenter la diapositive qui suit. Il y a plusieurs difficultés qui ont été constatées entourant cette compétence-là chez les élèves. D'abord, il y a de l'anxiété qui est liée aux prises de parole à l'école, une certaine difficulté à gérer les émotions, c'est-à-dire qu'il y a des conflits qui ressortent, puis particulièrement selon Dumais et ses collaborateurs en 2023, à la suite de la pandémie, hein, parce que à la suite de la pandémie COVID-19, il y a eu une grande isolation, puis les élèves qui sont en développement social, mais il y aurait eu davantage de difficultés à gérer les émotions après ce moment-là, selon la recherche, et une hypersensibilité, une réactivité aussi dans les conflits en classe. Il y a aussi une difficulté à discuter de thèmes sensibles qui est ressortie. Et le tout est notamment particulièrement présent chez les adolescents du secondaire. N'oublions pas que les adolescents sont en plein développement pubertaire. Ce que ça signifie, c'est qu'ils vivent à la fois un développement qui est physique, social, émotionnel et identitaire. Donc, l'estime et la perception de soi est à son plein à ce moment-là, ce qui fait en sorte que parler devant un public, par exemple, ou entrer en conflit, ça fait en sorte qu'il y a une exposition personnelle, donc une prise de risque qui est liée à ça, qui est beaucoup plus forte et qui n'était pas présente, par exemple, à l'âge préscolaire, à l'âge en éducation préscolaire. Et ceci étant dit, le secondaire est une période cruciale pour développer la compétence à communiquer oralement et voici pourquoi. Parce que les adolescents se préparent à entrer sur le marché du travail à cette période-là. Et même peut-être qu'en quatrième et cinquième secondaire, ils y entrent déjà avec des emplois étudiants. Ceci étant dit, pour faire le pont entre le développement de cette compétence-là et les pratiques langagières utilisées en société et qui sont requises sur le marché du travail, il doit y avoir un enseignement de l'oral qui soit fait en classe. Et cet enseignement-là doit mettre en œuvre une transposition didactique adéquate des pratiques langagières sociales de référence vers la classe. C'est-à-dire que si on souhaite préparer les élèves à bien fonctionner en société du point de vue communicationnel, bien, les pratiques qui sont faites en société doivent être transposées en classe d'une bonne façon. Ça doit être représentatif, c'est là où je veux en venir. Et aussi, on doit considérer la relation entre la langue orale et son contexte d'utilisation, autrement dit, une partie sociolinguistique. Et ça amène à se positionner vis-à-vis des activités de communication orale qui sont proposées en classe, n'est-ce pas? Et l'activité principale ressortie de la recherche, c'est l'exposé oral formel, donc un exposé qu'on fait devant la classe. C'est l'activité la plus pratiquée. C'est considéré comme un genre scolaire, mais aussi comme un contexte qui est unique, c'est-à-dire que pratiquer, donc faire un oral devant un public qui est formel, c'est une situation. Et ça ne signifie pas que les compétences qui sont ressorties de cette situation-là vont être transférables dans d'autres situations où on doit parler oralement. Donc, ça n'aide pas les élèves ici à développer des compétences multiples, puis de surcroît, dans une situation que les élèves vivront au quotidien, puisqu'il est assez rare de faire un exposé oral quotidiennement, généralement. À cela s'ajoute que l'exposé oral formel est ressorti dans plusieurs recherches comme étant anxiogène pour les élèves, et ce pour plusieurs raisons que vous voyez à droite de mon écran. D'abord, il y a peu d'accompagnement préparatoire qui est reçu, c'est-à-dire que
Lorsque l'oral est travaillé en classe avec l'exposé oral formel, généralement, il n'y a pas d'enseignement de l'oral préparatoire à cette activité-là et cette activité-là est aussi généralement évaluée. Donc ça accentue le côté anxiogène pour les élèves par rapport à cette situation-là. C'est une exposition personnelle pour les adolescents, j'en ai parlé à la diapositive précédente, ça peut être générateur de stress. Et selon Lupien, dans un ouvrage intitulé Par amour du stress, il y a certains critères dont le fait d'avoir un contrôle faible de la situation qui vont générer aussi du stress dans cette situation-là. Puis vous pouvez vous l'imaginer avec simplement le fait de ne pas avoir reçu d'enseignement préalable, le fait de vivre cette situation-là pour une première fois, ça va faire que les élèves ne sont pas nécessairement en contrôle. En plus, si on ajoute le fait que ce n'est pas évalué. Et là, avec tout ce que j'ai mentionné, bien, on peut se demander quelle pratique de râle réaliser alors. Une pratique qui serait moins anxiogène, qui préparerait les élèves à la vie de tous les jours, puis qui comporterait des situations diverses, mais autant réalistes et authentiques. À ce moment-là, c'est le jeu de rôle qui se présente comme une façon intéressante de le faire. Le jeu de rôle, c'est une méthode d'apprentissage qui est basée sur l'expérience, donc de la théorie de l'apprentissage expérientiel, ressortie de Kolb en 1984, puis qui permet d'expérimenter des situations qui sont diversifiées, variées, proches de la réalité des élèves. Dans l'image que vous voyez à gauche à l'écran, ça représente des élèves qui s'exercent dans une entrevue d'embauche, par exemple, qu'ils vont vivre très bientôt, donc c'est pertinent pour leur réalité. Puis à droite, vous voyez une image où on gère un conflit à travers ça. Donc un jeu de rôle peut être tout ça. Une entrevue d'embauche, expliquer un trajet à quelqu'un dans la rue, convaincre un ami, gérer un conflit. Bref, il permet de vivre ces situations-là, puis de les expérimenter dans le cadre de la classe. Le jeu de rôle est déjà mis en œuvre dans les recherches avec les enfants pour développer le langage puis les compétences sociales. Vous pouvez déjà penser au jeu de faire semblant, le jeu symbolique, donc, qui sont des jeux de rôle que les enfants font de façon naturelle, mais qui sont aussi beaucoup étayés par la recherche en éducation préscolaire. Et il y a aussi beaucoup d'études de jeux de rôle auprès des adultes dans les sphères personnelles, soit en thérapie, donc dans le domaine de la psychologie, puis aussi d'un côté professionnel pour développer des compétences relationnelles et interactionnelles en groupe. Un exemple de jeu de rôle adulte professionnel pourrait être, par exemple, de enacter un médecin, puis nos collègues en formation font le patient. Ou un client, puis un vendeur dans un magasin. Bref, des situations que ces personnes-là vont vivre plus tard. Le serveur au restaurant, puis le client. À ce moment-là, ça va les aider et c'est centré sur ça. Un autre contexte où c'est beaucoup étudié, c'est en enseignement des langues secondes pour développer la compétence à communiquer oralement. Puis, et ça recoupe un peu les éléments ressortis pour la formation professionnelle pour les adultes aussi. Donc, en enseignement des langues secondes et même étrangères, on vise une approche qui est communicationnelle, donc un peu plus active, ce qui explique pourquoi le jeu de rôle qui se base sur l'expérience est autant ressorti. Ceci étant dit, chez les adolescents, puis principalement en français langue d'enseignement, selon une recension des écrits, il n'y a aucune recherche qui s'y penche pour l'instant. Ceci étant dit, le jeu de rôle permet énormément d'éléments. D'abord, d'apprendre les relations humaines par le jeu, parce que dans le cadre du jeu, il y a le paradoxe de l'erreur de Brunner. Donc, au fond, il n'y a pas vraiment d'erreur puisqu'on est dans le jeu. On ne peut pas se tromper comme on peut le faire dans une entrevue d'embauche. Il est possible de développer des compétences sociales et communicationnelles, mais aussi d'apprendre de nouveaux rôles sociaux, de les comprendre et de comprendre le point de vue des rôles, puisqu'il est possible d'échanger les rôles à travers le jeu de rôle. Donc, de comprendre le point de vue des autres. On peut se protéger à l'aide du rôle tenu. Donc, par exemple, au lieu que ce soit Erika qui prend la parole, je peux m'appeler Jasmine. Donc là, à ce moment-là, les retours qu'on va faire, mais ça ne sera pas mes erreurs. Donc, ça offre pour les adolescents une sorte de protection. Et tout cela aide à diminuer l'anxiété par le jeu, puis grâce au rôle aussi. Mais du côté de la dimension de l'oral, il y a aussi plusieurs avantages. Le jeu de rôle permet de travailler des dimensions linguistiques et extra-linguistiques,
Donc, le non-verbal, par exemple, la gestuelle, la posture, mais aussi le paraverbal, donc le volume de la voix, le débit, les pauses, etc. Cela permet de travailler des compétences spécifiques à une situation. Par exemple, dans l'entrevue d'embauche, quand j'arrive, est-ce que je serre la main de quelqu'un ou est-ce que je lui fais un signe sur le côté? Est-ce que je fais aucun signe de la main? Est-ce que je le regarde dans les yeux? Est-ce que je dis monsieur? Ou je l'appelle par son prénom? Qu'est-ce que je fais? Alors, ces éléments-là sont directement liés à la situation. Puis si on ne les travaille pas nécessairement à l'école, est-ce que les élèves vont les apprendre? Pas nécessairement. Alors, c'est ce qui fait que c'est un avantage du jeu de rôle. Ça permet aussi de travailler la dimension sociale, les actes de parole. Un acte de parole, c'est par exemple se présenter, offrir un service, refuser un service, euh, bref. Et la gestion des émotions. Les émotions qui sont directement liées à l'oral selon plusieurs auteurs, dont Dumay dans sa typologie des objets de l'oral. Puis un exemple de ça concret, c'est que si un élève ou une personne ressent de l'anxiété à faire une présentation devant un grand public, mais cette anxiété-là, elle est directement liée à la situation. Puis cette personne-là ne ressentirait pas autant d'anxiété à discuter autour de la table en famille, par exemple. Alors, il est aussi important de considérer les émotions, puis c'est ce que le jeu de rôle permet de faire, d'apprendre à les gérer dans la situation, ce qui prépare d'un point de vue psychologique selon Kiss. Enfin, le jeu de rôle permet aussi de travailler l'expression, l'écoute et la compréhension orale, ce qui signifie que c'est autant la réception que la production orale. Et plus largement, selon Kiss et Godochi-Gova, en classe de français, ça permet d'aborder la culture et la langue telles qu'elles sont naturellement interreliées, ce qui rejoint justement les recommandations ministérielles. Mais en didactique du français, c'est pas aussi simple. Selon Chartrand, une méthode telle que le jeu de rôle ou une intervention peut seulement aider significativement un élève qui éprouve des difficultés si le rapport à l'objet travaillé des élèves est d'abord pris en compte. Puis là, ce qui est entendu selon la recherche par rapport à, ce serait une disposition d'un sujet pour un objet social historiquement construit et pour sa mise en œuvre dans sa vie personnelle, culturelle, sociale et professionnelle. Donc, c'est tout à fait influencé par le contexte social dans lequel il évolue. Et dans notre cas, ce serait le rapport à l'oral. Donc, il faudrait considérer le rapport à l'oral des élèves dans l'échafaudage de cette intervention-là, qui serait le jeu de rôle dans mon cas, pour personnaliser l'enseignement puis soutenir le développement de la compétence à communiquer oralement des élèves. C'est-à-dire que si une méthode d'intervention, une méthode d'apprentissage comme le jeu de rôle est mise en place, mais qu'on ne considère pas le rapport à l'oral des élèves, ça ne signifie pas que ça va aider le développement de l'oral chez ces élèves-là. Mais si on considère les obstacles possibles, tels que le rapport à l'oral, alors là, il y a des chances que cette méthode-là puisse vraiment les aider. Puis vous allez davantage comprendre pourquoi dans le reste de ma présentation. Restez à l'écoute. Pour le rapport à l'oral, aucune donnée est présente sur les élèves. Donc, la plus récente recherche de Colognessi et ses collaborateurs en 2023 porte sur le rapport à l'oral des enseignants et des futurs enseignants. Alors, celui des élèves est encore inconnu et n'a pas encore été étudié pour l'instant. Le fait de le connaître permettrait de différencier les apprentissages scolaires en rendant compte de la complexité qui existe entre les situations de communication et les productions langagères qui sont faites. Donc, je reprends le terme de production langagère de Bautier ici. Ça permettrait aussi de mieux comprendre ces productions-là en classe pour les élèves. Donc, pourquoi est-ce que cette situation-là est stressante pour un élève, mais pas un autre? Pourquoi cet élève-là pense que c'est important, puis l'autre non, que ça l'aidera à rien? Puis aussi, dernière puce sur l'écran, ça serait d'aider à mieux comprendre les enjeux de ces situations-là pour les élèves, puis en quoi les situations pédagogiques et didactiques offertes par l'enseignant peuvent ou non l'aider. Donc, de les lier ensemble. Il y a donc nécessité, comme je le disais, de lier le rapport à la langue, qui est le terme de Bautier, dans notre cas, le rapport à l'oral des élèves, aux tâches qui y sont associées, puisque le rapport à l'oral va entraîner l'apprenant à choisir certaines pratiques langagères
en fonction de l'interprétation qui va se faire de cette situation-là. Par exemple, si je propose un exposé oral en classe, mais si les élèves ont la conception qu'un exposé oral, c'est un élément qui s'apprend par cœur, mais il va probablement écrire son texte à la maison, l'apprendre par cœur, puis ensuite le faire. Puis là, ben, cette interprétation-là va peut-être faire en sorte que pour lui, c'est un élément qui est stressant, gérer la mémorisation, bref. Alors, tout ça, c'est lié et c'est donc à prendre en considération ensemble. Et considérant tous les éléments mentionnés, donc que la compétence à communiquer oralement doit s'enseigner en classe de français, se travailler, que les adolescents du secondaire éprouvent présentement plusieurs difficultés à la développer, qu'enseigner l'oral à l'aide du jeu de rôle serait un moyen de travailler cette compétence-là en se rapprochant de la réalité des élèves, en leur offrant des situations qui sont diverses et variées, authentiques, pour s'exercer à l'oral dans un environnement qui est sécuritaire. Puis par sécuritaire, c'est dans le sens du jeu, donc du droit à l'erreur, du rôle qui offre un bouclier, hein, qu'on avait parlé tout à l'heure. Et enfin, considérant que la compréhension du rapport à l'oral des élèves en lien avec les pratiques d'oral qui sont réalisées en classe permettrait une meilleure compréhension des difficultés et donc des pistes d'intervention à proposer. Je pose la question de recherche suivante. En classe de français, quels effets le jeu de rôle a-t-il sur le rapport à l'oral d'élèves du secondaire? Et la pertinence de cette question-là, d'un point de vue scientifique, serait de faire avancer les connaissances d'abord pour l'oral, son enseignement, mais aussi pour le rapport que les élèves entretiennent avec lui. Donc, il va permettre d'aider après ça la suite de mise en place de méthodes ou d'enseignement, mais aussi un apport de connaissances sur le jeu de rôle comme méthode au développement de la compétence à communiquer oralement, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. D'un point de vue plus social, donc il y a des implications éducatives qui sont intéressantes à considérer aussi. De repenser l'enseignement de l'oral au secondaire, d'intégrer le jeu de rôle comme une méthode d'apprentissage expérientielle, on pourrait ajouter, réduire potentiellement l'anxiété liée à l'oral des élèves, qui est assez présente à tout le moins, qui est très relevée dans les recherches présentement, puis de favoriser le développement de la compétence à communiquer oralement et d'un transfert des connaissances, parce que, ne l'oublions pas, c'était davantage difficile avec simplement l'exposé oral. Puis, dans les recherches sur le jeu de rôle, le transfert des compétences est ressorti comme un avantage parce que ça permet de vraiment s'exercer dans des situations qui sont authentiques. Alors, le transfert théorie-pratique, puis expérience à réalité est davantage présent. Dans les retombées, mais évidemment, le tout serait bénéfique pour les enseignants, mais aussi les formateurs, puis les concepteurs de programmes en didactique de français, parce que c'est innovant. Cela amène à présenter le cadre conceptuel, donc un peu plus sommairement. Il y a deux principaux éléments, le jeu de rôle puis le rapport à l'oral, qui vont vous aider à vraiment me suivre un peu dans la construction de tout ce projet-là. Le jeu de rôle, si vous disiez qu'est-ce qui est entendu par ça, est-ce qu'on parle de Donjons et Dragons? Pas tout à fait. Dans le cadre de cette recherche-ci, le jeu de rôle se définit comme une méthode d'apprentissage basée sur l'expérience, où les élèves sont amenés à expérimenter en classe une situation de communication comportant des interactions. Et ce qui est entendu par méthode, c'est ressorti de la thèse de Messier en 2014, soit une stratégie pédagogique validée empiriquement ou scientifiquement connue et partagée sous une appellation distincte dans le cadre de la profession enseignante. Donc, on pourrait parler de méthode en raison des différents éléments qui sont ressortis à travers toutes les recherches sur le jeu de rôle, notamment la façon de le mettre en œuvre dans la classe. Il y a deux façons principales. D'abord, celle de l'aquarium, une scène unique, donc un jeu qui peut se dérouler devant la classe, à titre d'exemple, et le reste des élèves servirait d'observateurs à cette situation-là. Et l'autre serait décentralisé, donc à scène multiple, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire divers jeux de rôle en simultané dans la classe. Donc, ça pourrait être une façon de progressivement gérer l'exposition personnelle. Puis, à travers ces différents sous-groupes-là, il y a toutefois les protagonistes et aussi les observateurs. Parce qu'à travers les élèves, ces deux rôles-là sont importants. Le jeu de rôle contient trois étapes.
une préparation, donc on peut s'échauffer, faire des mimes, des blagues en classe avec les élèves, les préparer au jeu de rôle. L'étape 2 est la réalisation, c'est-à-dire qu'on est dans le jeu. Et l'étape 3, c'est la discussion, soit un retour sur le jeu qui est fait. Et c'est pour ça que les protagonistes et observateurs sont très importants parce qu'il y aura le point de vue interne, donc ceux qui ont vécu vraiment l'expérience de l'intérieur, mais ceux qui l'ont vécu de l'extérieur. Et tout ça va générer des discussions très constructives et intéressantes pour ensuite essayer d'améliorer le jeu. Donc, vous avez aussi une image à l'écran qui pourrait vous aider à vraiment illustrer un peu ce à quoi pourrait ressembler un jeu de rôle. Donc, ici, ce serait Aquarium devant la classe. Il y a un jeu de rôle dure de 5 à 10 à 15 minutes généralement. Il faut connaître la classe avant d'entreprendre un jeu de rôle. Donc, ce n'est pas une activité qui serait à faire là, au mois de septembre, à la première semaine de l'année scolaire. Il faut bien connaître ses élèves pour ensuite peut-être choisir des rôles en fonction du profil des élèves et proposer une situation en fonction d'où ils sont aussi. On fixe des règles au jeu de rôle pour tous les élèves parce que on crée avec ça l'univers du jeu. Et les élèves vont pouvoir savoir ce qu'ils peuvent faire, peuvent dire à travers ce jeu-là, dans cette situation-là. Puis aussi, ça va aider une certaine gestion de classe. L'enseignant a un rôle un peu de guide, en fait. Il aide à maintenir, à relancer le jeu, puis il peut aussi prendre un rôle dans le jeu lorsque nécessaire. Et vous voyez que l'aménagement de la classe est dégagé là, pour qu'il y ait de l'espace pour le jeu. Un jeu de rôle, il faut éclaircir tout ça. C'est une méthode d'apprentissage. Ce n'est pas un genre, donc ça aide à faire le tout. Un genre, c'est une représentation d'une pratique de référence dans la vie quotidienne. Donc ça représente généralement une situation. Ici, le jeu de rôle, ce n'est pas une situation parce que le jeu de rôle peut en comporter plusieurs, on peut en jouer plusieurs. Donc, c'est davantage une méthode qui va aider l'apprentissage et un apprentissage qui est basé sur l'expérience. C'est aussi, ça fait aussi partie de la grande famille des jeux de simulation. C'est pourquoi dans les recherches, plusieurs le définissent comme étant le fait de simuler une situation. Ce n'est pas un jeu de rôle sur table, donc en anglais qu'on réfère dans la famille des games, comme le jeu de Donjons et Dragons ou ce type de jeu-là, les jeux vidéo dont on est le héros, bref. Il est toutefois différent de la simulation en elle-même, puisque la simulation, elle, se concentre sur la représentation de l'environnement. Donc la réalité est très importante ici. Ça peut aussi se faire seul en fonction de l'environnement. Là, on peut penser aux simulations des pilotes d'avion, etc. Mais le jeu de rôle, lui, est centré sur les interactions, le côté social, les relations, donc les comportements dans la situation. On n'a besoin d'aucun accessoire dans un jeu de rôle, c'est simplement la situation qu'on énacte. Et ça s'apparente au jeu de rôle pour les enfants et pour les adultes, mais attention, un jeu de rôle n'est pas un jeu d'enfant. Hein, c'est une expérience d'une situation, puis le jeu va prendre une importance différente en fonction de l'âge. Par exemple, pour les enfants, on sera davantage dans le jeu libre, hein. L'imagination a une place différente. Pour les adultes, l'objectif ou le but final n'est pas de jouer, hein, mais de former, donc d'apprendre à travers ça. Mais pour les adolescents qui se retrouvent à mi-chemin entre l'enfance et les adultes, donc qui doivent faire un certain deuil de l'enfance, mais ont aussi besoin de soutien, le jeu va offrir, comme dit précédemment, une sorte de contexte sécurisant. Et Page définit le jeu de rôle comme une préparation à la vie. Donc, ça soutient l'idée que le jeu de rôle pourrait aider les élèves à vraiment se préparer à ce qui vient à la suite. Un mot sur le rapport à l'oral. Je sais que le temps file, il ne m'en reste plus beaucoup. Le rapport à l'oral est défini comme un ensemble de relations dynamiques qu'un individu entretient avec l'oral. Le rapport A beaucoup été étudié. Peut-être que vous avez davantage d'expérience du point de vue de l'écrit. Donc, on connaît le rapport à l'écrit, à l'écriture, à la lecture, à la littérature, à la grammaire. Puis, il y a davantage de rapports A, là, le rapport au monde, à la culture, bref. Le rapport à l'oral, comme dans notre cas, a été plus récemment étudié, donc avec la recherche de Colognesi et ses collaborateurs en 2023. Il n'y a pas de données en anglais, mais la suite de l'étude sera publiée dans un article en anglais.
Puis là, alors, on peut voir la relation relationship to oral communication. Ça serait la traduction qui est présentée. Le rapport à l'oral a 8 dimensions qui sont confirmées dans la deuxième phase de la recherche, qui mènent à l'échelle du rapport à l'oral que vous voyez à l'écran. Donc, les dimensions affectives, conceptuelles, métadiscursives, praxiologiques, relationnelles, interactionnelles, axiologiques et identitaires. Puis, chacune de ces dimensions-là comporte plusieurs items qui vont permettre de relever le rapport à l'oral d'un individu à l'aide d'un questionnaire puis d'une entrevue. Donc, c'est ce qui rend le tout opérationnalisable. Et dans le cadre de ma recherche, je me suis alors posé ces objectifs-là pour pouvoir poursuivre le tout avec un bon fil conducteur. D'abord, de décrire le rapport à l'oral des élèves du secondaire. Puis, en l'ayant décrit, ça va permettre de mesurer des effets du jeu de rôle sur le rapport de ces mêmes élèves-là. De quelle façon répondre à ces objectifs-là? Avec une méthode mixte qui est envisagée. Donc, d'abord, un côté quantitatif, un questionnaire qui permet à l'aide des items de relever divers éléments du rapport à l'oral, mais aussi une partie qualitative parce que certains éléments du rapport à l'oral sont mieux ressortis à l'aide des entretiens. Donc, ça va permettre de compléter le tout. Les observations de la chercheuse, donc un journal de bord pourrait être assez intéressant aussi de ce côté-là. Il y aura un pré-test et plusieurs post-tests. Donc, le tout va être fait dans 3 groupes classes, un groupe contrôle, 2 groupes expérimentaux pour éviter les effets dus au hasard seulement. Puis, le jeu de rôle sera mis en place 3 fois dans l'année. Donc, il y pourra y avoir un post-test après ces fois-là qui va permettre ensuite de comparer le rapport à l'oral pour voir s'il y a des changements finalement à travers les données. Ce qui m'amène à conclure bien rapidement. Le jeu de rôle se présente comme une avenue prometteuse dans les recherches pour travailler une langue qui est vivante, ne l'oublions pas, hein, et de façon authentique et véritable en intégrant à la fois les émotions, la socialisation et la culture. Au lieu de tout morceler ces éléments-là, le jeu de rôle permet de les rassembler. Et les suites du projet en construction seraient davantage d'explorer la théorie de l'apprentissage expérientiel, donc pour solidifier le cadre théorique présenté, puis aussi de regarder plus en profondeur les méthodes mixtes pour présenter subséquemment peut-être une méthodologie un peu plus solide de ce côté-là. Ce qui m'amène à la fin de la présentation. Donc, je vous présente les références rapidement. Je pourrais y revenir au besoin. Puis j'en profite aussi pour vous remercier de votre attention, puis vous inviter à poser des questions s'il y en a. Mon adresse courriel est aussi à l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erika, pour la présentation. Alors, on en serait rendu à la période de questions, propositions, échanges avec Erika. Est-ce que quelqu'un qui se mouille? Tiens, on va y aller avec une question pour briser Vas-y, la Sophie. glace un peu générale, mais est-ce que tu entrevois des difficultés particulières dans ton projet que tu penses, parce que là, c'est sur papier, tu vois, comme ça, tu sais, c'est simple, mais est-ce qu'il y a des choses que tu entrevois qui pourraient peut-être être difficiles à mesurer ou étant donné que c'est un sujet. Oui, oui, je pourrais vous relancer avec un questionnement que j'ai eu, à savoir si, par exemple, je prodigue moi-même le jeu de rôle dans les classes ou si je forme l'enseignante pour qu'elle-même le fasse. Parce que d'un côté, là, avec toutes les lectures que j'ai faites, je vais être la personne qui va être la plus experte du jeu de rôle. Mais de l'autre côté, en formant les enseignantes, ça va permettre qu'elles-mêmes, après, puissent l'utiliser ou non. Mais étant donné que c'est très nouveau, puis je suis persuadée de ce potentiel-là, mais le but, c'est d'aller le vérifier. C'est une grande question pour moi à savoir si le fait de le tester une première fois en classe, que ce soit moi ou l'enseignante, de quelle façon ça va se réaliser, est-ce que ça sera adéquat, bien géré. Euh, le jeu de rôle a un grand potentiel lorsque bien construit et bien mis en place, mais des grands défis aussi si ce n'est pas le cas selon la recherche. Par exemple, s'il n'y a pas des règles ou une gestion de classe qui est assez mise en place, ça pourrait dérailler. Les élèves, s'ils ne comprennent pas l'objectif de ce jeu de rôle,
ce jeu de rôle-là pourrait faire n'importe quoi. Donc, pour moi, ces éléments-là que je vous ai dit, ça pourrait représenter un défi, puis ça mérite plus de temps de réflexion. Donc, je pourrais vous le relancer aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais moi-même le faire, le jeu de rôle, ou de former l'enseignante pour le faire? Mais je vous lance la question. J'allais te suggérer de peut-être faire une pratique ou deux, tu sais, avec des Une enseignants. validation? C'est juste pour roder un peu ton numéro, entre guillemets, ta Oui. formation, pour que tu vois, OK, bon, ça a moins bien fonctionné, pour que quand tu vas le faire, mais que t'aies pas tous ces biais-là ou ces erreurs-là, peut-être que tu vas devoir analyser, puis dire, ben, OK, puis discuter. Tandis que si tu as quelque chose de bien rodé, mais une fois en classe, tu sais, une fois, il n'y aura jamais rien de parfait, là, ça, faut que tu fasses ton deuil de ça, mais au moins une bonne préparation avec peut-être un ou deux enseignants. Puis après ça, c'est dur là, tu sais, les contextes de classe. Là, je sais pas, ce que tu veux filtrer un peu en demandant des questions au niveau de la gestion. Mais tu sais, il y a plein de variables au niveau de la gestion de classe, comment ça se passe, mais là, tu ne veux pas évaluer non plus, tu sais, les enseignants sur leur gestion de classe. Ils vont probablement dire que c'est beau, mais tu sais, il y a plein de variables. Je peux laisser continuer Annie. Je pense qu'elle a des éléments complémentaires à ajouter. Merci Stéphane pour ton commentaire. Mhm. Oui, ben en entendant Stéphane, ben moi, la première chose que je me suis demandé, c'est au secondaire, c'est plus en secondaire 1, 2, 3, 4, 5? Je viserais 3 classes de quatrième secondaire parce que ça me donnerait la chance de faire un jeu de rôle tel que l'entrevue d'embauche. OK, bon. Fait que ça serait vraiment bien si tu pouvais déjà en parler dans ta méthode encore plus de façon détaillée. Pourquoi quatrième secondaire? Parce que, je sais pas, moi, ils se connaissent davantage parce qu'ils ont peut-être été les 3 premières années ensemble. Donc, c'est pas comme des secondaires 1 où ils n'ont pas encore des amitiés plus solides. Puis ton contexte d'entrevue, là, sachant qu'ils ont bientôt 15 16 ans, c'est l'âge des premiers emplois. Euh, Moi, j'avais pas bien compris qu'il y avait 3 classes. J'avais l'impression qu'il y en avait une, puis qu'il y avait 2 classes contrôle. Fait que là, il y a 3 classes qui vont expérimenter, puis 2 classes contrôle. C'est-tu bien Trois ça? classes au total. Une classe contrôle, puis 2 groupes expérimentaux pour éviter les résultats dus au hasard. Puis Ouais, là, dans ces 3 classes-là, il y aurait un enseignement de l'oral. ouais. Puis seulement dans les 2 groupes expérimentaux, il y aurait le jeu de rôle en En plus plus. OK, pour parfait. éviter qu'il y ait des données, parce que l'oral, il peut enseigner. Donc, Oui, c'est c'est ça. sûr que si je fais les deux, je ne pourrais pas différencier les effets de l'enseignement oral du jeu de rôle seulement. Excellent. Parfait, parfait. Ben moi, je trouvais qu'en somme toute, tu avais une problématique quand même assez intéressante. Tu sais, je vois que tu es allé voir du côté des jeux de rôle, qu'est-ce qui se passe, tu es allé voir du côté du rapport. Et dans ta pertinence scientifique et sociale, dans la section sociale, tu nous parles aussi beaucoup, puis dans ta problématique aussi, tu nous en as parlé un peu de la compétence à l'oral à développer. Puis je me suis demandé si tu vas le présenter dans tes concepts. Tu sais, à la fin, tu nous as dit dans la suite, je vais lire aussi sur l'apprentissage expérientiel. Mais moi, Oui. je me demandais si c'était un choix de ne pas non plus prendre le temps de définir c'est quoi la compétence à l'oral. Est-ce que c'est parce que c'est tellement le rapport à l'oral qui t'intéresse que la compétence, c'est pas ça que tu vas aller évaluer, fait que c'est pour ça que tu l'as pas choisi comme concept? C'est-tu pour ça? Ah, ben, c'est une bonne question. En fait, c'est la première fois que j'y réfléchi. Je pense que je m'attendais à peut-être la présenter dans le cadre de mon travail final à l'écrit, mais que là, à travers la présentation, j'ai choisi les concepts qui ressortaient le plus. Ceci étant dit, j'y avais pas mis plus de réflexion que ça, donc je trouve ça intéressant ce que tu proposes de le définir un peu pour les personnes pour qu'ils puissent saisir un peu la compétence telle que présentée dans les programmes du ministère. Ben, en fait, moi, je me suis demandé si ton concept, c'était je présente la compétence à l'oral. Fait que comme ça, admettons, moi, je ne m'y connais pas. Admettons, il y a des gens, je ne sais pas c'est quoi la compétence à l'oral. Là, on me l'explique. Puis de ça découle le rapport qu'on a est-ce que c'est le rapport à cette compétence-là qu'on veut développer? C'est ça que je me suis demandé. OK. Parce que, Euh, mais bon. oui, oui, effectivement. Je pense qu'il va falloir que je spécifie ça. Puis pour répondre succinctement,
Le rapport, ce n'est pas le rapport à la compétence, mais à l'oral en tant que tel. Donc, ce rapport-là, il peut être présent autant à l'école qu'à l'extérieur, par exemple. Exact. En tout cas, fait Parler que avec un ça, membre de famille peut être plus stressant ou on peut penser que c'est différent que autre chose. Donc, ce rapport-là nous suit partout, là. Ouais. donc, c'est ça. Je me suis demandé s'il allait être là ou pas. Qu'est-ce que je me suis dit? Euh, Ah oui, tu sais, dans la diapositive, là, elle est super belle cette diapositive-là. C'est avec l'image, là, qu'on dirait que c'est étape 1, étape 2, étape 3. Oui. L'image au milieu. Moi, j'ai eu l'impression à la lecture que la préparation, c'était les puces à gauche, que la réalisation, c'était l'image en soi, puis que Ah. la discussion, c'était les puces en dessous. Mais en fait, les puces, c'est pas mal toute préparation. Ça se peut-tu? Ils doivent tout être considérés dans la préparation, effectivement. Fait que en fait, ça serait déséquilibré si on prenait toutes les puces de droite puis qu'on les garochait à gauche. Mais je pense qu'à l'oral, il faudrait bien indiquer que c'est pas qu'est-ce qui est en dessous de chacune. Oui, OK. J'ai, Euh, Fait que faudrait que c'est comme j'arrange. si j'ai super bien compris la préparation parce que les puces me les disaient toutes. On dirait que l'image, elle m'a vraiment bien compris. Comme réalisation, puis tu avais présenté avant l'aquarium, puis l'autre, fait que je voyais bien. Mais la discussion, on dirait qu'il me manquait un peu de jus là, pour cette dernière étape-là. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils font après? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se donnent des commentaires? Est-ce que ben, tu sais, ils donnent pas des commentaires à Erika, ils donnent des commentaires à Jasmine, mais comme qu'est-ce qui se donne entre eux, notamment, je me suis demandé, je me suis posé cette question-là. Ouais, en gros, c'était ça mes petits commentaires. Je vais laisser la parole à Lydia. Merci beaucoup, Annie. Bonjour, je suis étudiante en maîtrise. Je viens juste de commencer mon mémoire, donc bravo à vous deux, Anaïma et Erika. Vraiment de très très belles présentations. Je voulais poser la question, je ne sais pas, est-ce que vous êtes déjà rendu là ou pas? Moi, je me posais la question, comment vous allez comparer la classe contrôle avec les deux classes expérimentales. Donc, je me demandais qu'est-ce qui était le point comment vous allez mesurer ça? Oui. Je ne Euh, sais pas, est-ce que vous êtes rendu à ce niveau-là ou c'est encore... Ça s'en vient tranquillement. oui, C'est sûr que c'est sur la table des réflexions. Donc, je peux te faire part de mes réflexions, en tout cas pour tout ça. oui, Pour moi, les analyses vont se faire avec SPSS puis NVivo. Donc, le côté quantitatif, je vais pouvoir faire la comparaison avec un échantillon, un test T à échantillon pairé, donc pour faire la comparaison du pré-test puis du post-test. Puis dans mon cas, avec le rapport à l'oral, je vais avoir le questionnaire, puis c'est sûr que je vais avoir les entrevues aussi, là, donc ça va être un petit peu plus in vivo de ce côté-là. Mais ça va être de ressortir le rapport à l'oral une première fois, puis après ça, après les autres jeux de rôle, puis je vais comparer les données de ces rapports-là. Donc, est-ce que les rapports à l'oral semblent un petit peu plus positifs ou au contraire, il n'y a pas de changement qui a été donné avec tout ça. Et c'est de cette façon-là que je pourrais dire pour l'instant que je vais le faire. Puis dans mon cas, ça risque d'être dans un an là, que je vais mettre en pratique la collecte de données. Donc, vous allez choisir la méthode in vivo pour collecter les données parce que c'est pas mesurable l'oral. C'est pour ça que c'est un peu flou dans ma tête. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ou... Je comprends ce que tu veux dire. Oui, C'est difficilement. difficile quantifier. C'est pas physique, ça on Oui. peut s'entendre, là. Mes paroles, ils tombent un peu dans l'air, c'est spontané, c'est difficile à reprendre. Ceci étant dit, ça peut tout à fait être mesurable si on utilise des enregistrements. Un questionnaire, c'est très mesurable. Donc, je peux faire passer un questionnaire qui interroge mes pratiques d'oral. Qu'est-ce que je pense de l'oral? Est-ce que généralement ça me stresse? Est-ce que je me dis que je peux bien le faire? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui je me sens plus à l'aise de parler ou pas? Bref, donc les diverses dimensions comportent des items qui ont été ressortis par la recherche de Colognesi et ses collaborateurs. Puis ces items-là peuvent faire partie d'un questionnaire. Puis en fonction des réponses, on peut en ressortir avec les analyses
un profil de rapport à l'oral qui est différent pour chacun, étant donné qu'il y a 8 dimensions. Donc, c'est tout à fait mesurable. Puis le côté qualitatif, donc là, les entrevues puis les observations, ça va permettre de vraiment aller cerner tout ça. Donc, si moi, je présente en classe, puis j'observe que quand l'enseignante a dit, parfait, on va faire une activité d'oral dans les prochaines semaines, puis que là, les élèves sont comme, ah non, puis qui changent. Donc, ce sont des éléments que je peux prendre en note aussi, puis ces notes-là vont m'aider à mesurer la suite. D'accord, merci beaucoup. Juste le groupe contrôle, qu'est-ce qu'il aura, le groupe contrôle? Le groupe euh, contrôle, voilà, le groupe contrôle. Oui, Qu'est-ce qu'il aura comme activité à la place? À la place, mais ils vont tous avoir un enseignement de l'oral parce que je dois vraiment faire la différence entre le jeu de rôle. Puis le jeu de rôle, étant donné que c'est une expérience, c'est un peu comme une mise en pratique. Par exemple, je pourrais faire un atelier formatif sur le volume ou l'acte de parole se présenter dans une entrevue d'embauche. Là, on prend la main, le regard fait un contact direct, bref. Donc, des éléments de ça pour le lexique qui est spécialisé à cette situation-là. Donc, je préfère cet enseignement-là dans tous les groupes, mais dans mes groupes expérimentaux, j'ajoute l'expérience du jeu de rôle. Donc, eux vivent l'expérience concrète, puis après ça, je pourrais questionner le rapport à l'oral pour les deux. Mais c'est certain que c'est toujours plus intéressant de finir une recherche, puis que même les élèves du groupe contrôle aient d'une certaine façon vécu un peu l'expérience. Donc, je me disais qu'à la fin de tout ça, mais je pourrais leur faire vivre un jeu de rôle, mais pas avant, parce que je dois mesurer le pré-test, puis le post-test, puis la différence. Donc, je vais aussi devoir dire à mes enseignantes qui se parlent pas trop du projet, là, pour pas que ça les influence. La contamination aussi. Ok, Voilà. merci beaucoup, merci, merci. Merci, Lydia, pour tes questions. Merci beaucoup, Marc-Maude. Oui, ben merci pour la présentation, Erika. Super intéressant. J'ai une première question qui est plus, je suis juste curieuse, tu as parlé que dans l'ancien programme, c'était 20% de la compétence du français qui était Oui. pour la compétence orale. C'est quoi maintenant? Ou c'est quoi dans l'actualisation qui s'en vient, là? Je suis curieuse. Il y a un nouveau Le jeu. programme il est en construction présentement, là. Ah, Donc, ok, je euh, pensais qu'il rentrait. il rentre, mais pas pour tout le monde. Ce que je peux vous en dire de ce que je connais moi-même de mon côté, c'est qu'il y a une version provisoire qui est disponible publiquement sur Internet. Ceci étant dit, le ministère est déjà rendu un peu plus loin, mais au lieu de mettre à jour sans arrêt la version provisoire, là, il fait simplement une version provisoire. Puis, il y aura la version pilote qui va être sortie là, euh, cet, cet été, si je me rappelle bien de ce qui a été dit, en juin, puis bref, qui va être mise en place dans quelques classes avec quelques enseignantes à l'automne 2026. Pour les pondérations, bien honnêtement, je ne les connais pas, les nouvelles. Ce que je sais, ceci étant dit, c'est que la porte d'entrée va être davantage l'oral pour la compétence à communiquer oralement au lieu de recalquer l'oral sur l'écrit, qui est un peu l'inverse, hein, parce que l'écrit, c'est une trace d'oral à la base. Donc là, ça a été un peu inversé. Donc le ministère a contacté beaucoup de chercheurs pour essayer de remettre ça en place, de reparler des communications, des genres qui sont à faire. Puis ils ont fait un très bon travail au ministère là, du point de vue de la compétence de français au total pour essayer de mettre ça en place. Puis étant donné que c'est la porte d'entrée, que ça va prendre beaucoup plus d'importance, je me dirais que ce serait plus que 10 et 20 mais je ne le connais pas pour l'instant. Merci. Non, j'avais des questions concernant ta méthode. Tu en parles depuis tantôt, puis c'est super intéressant, mais je me demandais, est-ce que tu vas t'assurer que c'est la même personne enseignante qui enseigne aux 3 groupes ou pas nécessairement? Est-ce que s'il peut avoir un biais si ce n'est pas le cas? Je pense pas que ça pourrait nécessairement être possible, sauf si c'est moi qui prodigue cet enseignement-là. Et sinon, ça serait de former, que moi-même je forme pour le jeu de rôle les enseignantes, puis qu'elles-mêmes fassent l'activité avec leurs propres élèves durant l'année scolaire. Ça serait ça. Ok, parce que sinon, c'est quand même pas rare au secondaire qu'une même personne enseignante a 3 ou 4 groupes du même niveau. Là. En français, je pense que c'est 4 groupes. La majorité des Ah écoles ont oui, dans ce six sens-là. périodes en secondaire. Fait que si Oui, tu oui. prends un peu comme une stagiaire qui prend la tâche d'un enseignant, au moins tu t'assures que l'enseignement est fait exactement de la même façon. En tout cas, il y a vraiment un gros biais qui risque d'être enlevé là, par rapport à ça. Oui, tu as un très Euh, bon point, effectivement. Ça ça, pourrait être ça, une personne. en tout cas, je le soulève parce que
c'est un enjeu là, pour avoir fait beaucoup de recherches dans les écoles. Pour vrai, ça a un impact. OK. Puis, quand c'est possible de le faire, ça peut valoir la peine de regarder. Puis sinon, je me questionnais, parce que tu vas faire un pré-test, post-test suite à seulement une activité de jeu de rôle à l'oral ou tu en prévois plusieurs? Plusieurs, parce que pour voir un changement sur le rapport à l'oral, puis tu sais, le rapport à l'oral, là, ça comporte les conceptions qu'on a de l'oral. Par exemple, qu'un élève pourrait se dire ou une enseignante, mais la seule façon de travailler l'oral en classe, c'est l'exposé oral. Ou l'oral, ça s'enseigne pas, par exemple. Le stress, s'il y en a qui sont joyeux, bref. Tout ça fait partie du rapport à l'oral, puis ça se change pas nécessairement en une fois seulement. Donc, pour éviter que je fasse la recherche puis que là, ça amène à pas nécessairement de résultats, je prévoyais faire un jeu de rôle 3 fois dans l'année. Par exemple, pas trop distancé, là, janvier, février, mars ou mars, avril, avant qu'il y ait les examens suivants du ministère, etc. Euh, Puis, de vérifier à la fin de tout ça, ceci étant dit, pour essayer de garder des traces, puis de me dire, ben, peut-être qu'il y en a finalement des changements après un seul jeu de rôle. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre un post-test après chaque jeu de rôle, puis ça permettrait de ressortir les changements. Dans une recherche, Albert Fedelac 2017 qui s'est penché justement sur le jeu de rôle en enseignement du français langue seconde en France, avait fait un élément similaire, puis il s'était penché, lui, sur le profil de ses élèves, qui étaient tous des élèves avec des problèmes particuliers, là, comportement, anxiété sévère, bref. Puis il a fait le pré-test, donc avant la mise en place d'un jeu de rôle, puis après 3 jeux de rôle, donc il avait 4 données, puis ses diagrammes étaient exceptionnels, là. Après chaque jeu de rôle, il y avait une amélioration, là, peu importe d'où l'élève partait. Alors, c'est ce que j'avais envisionné en me basant sur ces recherches-là. Ouais, je suis contente d'entendre ça. Je trouvais qu'une activité, Non. je n'étais pas sûre, je n'étais pas convaincue de l'impact que tu allais pouvoir mesurer. Donc, super, merci. Merci à toi. Bon, tantôt quand j'ai pris la parole après Stéphane, je voulais justement parler de qui donne les jeux de rôle. J'en ai pas parlé. Fait que moi, je pense que ça serait intéressant que ça soit toi pour que, comme Marie-Maude mentionne, ce soit uniforme. Mais l'autre chose que je vois aussi, c'est que tu as mentionné que tu voulais en faire X nombre de fois durant l'année. Mais admettons que moi, tu viendrais dans ma classe ou que tu me formes ou je te vois, c'est sûr que je vais avoir le goût après. Je vais dire, hey, ça a donc bien l'air le fun. Fait que, il va falloir voir aussi avec l'enseignante, c'est comme genre, tu sais, tu veux-tu qu'il en fasse plus quand t'es pas là? Tu sais, il va vraiment falloir que tu aies une sorte de protocole pour pas que ça soit, je sais pas, moi, dans ma classe, je suis tellement motivée que je vais en faire plus, puis l'autre classe à côté, elle fait juste qu'est-ce que toi, tu mets en place pour Oui, c'est sûr on travaille pas avec des éprouvettes, là, on peut pas tout contrôler, on est en contexte naturel, là, il risque d'avoir des choses qui peuvent influencer un groupe moins gêné qu'un autre, tu sais, ça se peut qu'il y ait des choses comme ça, mais je pense que si c'est toi à chaque fois, ça risque probablement d'être un peu plus uniforme. Stéphane? OK. Ouais, le temps avance, il reste un petit 10 Oui. minutes. Euh, ouais, mais c'est ça, c'est intéressant ce qu'Annie dit, là, puis de prendre peut-être des petites données sur le contexte de classe, parce que ça peut expliquer des choses, justement, une classe que les jeunes, il y a une super dynamique entre eux, puis une autre classe où est-ce que, tu sais, il y a des conflits un peu, en tout cas, Oui. là, c'était pas le propos que je voulais passer, mais moi, c'est plus de commentaires. En fait, j'aime bien le côté jeu de rôle. En tout cas, on est dans la thématique aujourd'hui, les notifications, jeu de rôle. Donc, jeu de rôle, j'aime beaucoup ça parce que, tu sais, versus les présentations orales, si tu l'as mentionné, en avant de la classe, en tout cas, moi, s'il y avait quelque chose que je détestais puis qui m'empêchait de dormir, c'était ça. C'est savoir en 5e année là, du primaire, puis il fallait que j'aille faire. Écoute, c'était l'enfer, là. Donc, j'aime bien le fait de travailler l'oral par jeu de rôle, où est-ce que c'est moins stressant parce que oui, à part des enseignants, des profs, c'est pas tout le monde qui va être porté à parler en public devant une classe. Et bon, Mhm. bref, ça, c'était une petite affaire que je voulais souligner. Puis autre aussi, c'était plus peut-être une réflexion que je te lance. Euh, puis je me mettais dans la peau aussi d'un moi qui était peut-être plus jeune. Est-ce que c'est pas tant le côté de l'évaluation, de se faire évaluer sur un exposé oral qui les stresse plutôt que
qu'autre chose, là. Parce que, tu sais, le rapport à l'oral est peut-être pas biaisé par le fait que ben, quand on se sent évalué sur ça, ça nous stresse. Euh, tu sais, c'est comme de bien prononcer les mots, de pas, tu sais, tout ça, c'est quelque chose qui est plus stressant puis qui n'est pas vraiment un contexte, je dirais, naturel. Tu sais, que Mhm. lorsqu'on se parle et tout, on fait un jeu de rôle, ben oui, et même là, le jeu de rôle, tu sais, comment qu'on l'évalue par la suite. Mais tu sais, je suis vraiment pas spécialiste de l'oral, là, la compétence orale. Mais bref, c'est juste des réflexions comme ça que je te lance. Est-ce qu'il n'y a pas un côté stresseur du fait qu'on se fait évaluer, puis ça les stresse, mais peut-être que ça fait partie de n'importe quelle autre évaluation aussi comme autre compétence, mais bref. C'était T'as juste un tout à fait commentaire raison. plutôt qu'autre chose, hein. Oui, puis ton commentaire est juste dans le mille parce que oui, l'évaluation, ça en fait partie. Puis le meilleur exemple, c'est les présentations au cycle supérieur. Puis ce que ici il ressort aussi parce que là, l'évaluation est vraiment importante, alors que peut-être que d'autres éléments le sont moins, puis qu'au primaire, l'évaluation un peu moins, puis que c'est l'exposition, bref. Mais tous ces éléments-là sont des facteurs qui sont générateurs de stress. Lupien, dans son ouvrage là, Par amour du stress, qui est vraiment intéressant, je vous le conseille. C'est vraiment chouette. C'est stimulant. Elle donne 4 critères, c'est le ciné. D'abord, un contrôle faible de la situation. Donc, si je ne me sens pas en contrôle, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment utiliser mon volume, je parle de quelque chose que je n'ai pas appris, mais là, ça peut être générateur de stress. Puis ça, n'importe où, là, c'est pas seulement l'oral. Après ça, le I, c'est l'imprévisibilité. Euh, donc, si, je sais pas, un élève fait une blague dans la classe, puis j'avais pas prévu, là, je peux passer blank complètement, ça peut être générateur de stress. Puis l'imprévisibilité, ça peut être pas être en mesure de sortir sa voiture pour aller au travail, manquer son avion, n'importe quoi qui n'a pas été prévu. Euh, dans le contexte de la classe, il y a aussi la nouveauté. Puis la nouveauté, ça peut être de faire une présentation orale une première fois dans l'année scolaire. On ne connaît pas les visages, on ne connaît pas comment l'enseignante évalue, on ne sait pas comment ça réagit, mais tout ce qui est nouveau peut être générateur de stress. Puis le dernier, c'est l'ego menacé. Donc, apparemment, selon Lupien, dès qu'on prend la parole, ben, on s'expose, puis notre ego peut être menacé. Puis elle a dit en exemple, faites attention aux conversations à côté de la machine à café au travail. Tu sais, des fois, il y a des flèches qui se lancent. Bref. Donc, à chaque fois qu'on prend la parole, ça peut être lié à ça. Donc, tous ces éléments-là qui reviennent à ce que tu as dit finalement peuvent générer du stress en plus de l'évaluation. Puis imagine à quel point l'évaluation peut avoir une pression lorsqu'on n'est pas préparé en plus. Donc, tout ça, ça en fait partie. Puis l'exposé oral, c'est pratiquement un genre scolaire, hein, parce que la place principale où on le fait, c'est à l'école. Hein, on en fait un ici, là, un exposé formel. Puis on en fait tout le parcours. Puis si le parcours est long, mais on en fait beaucoup, un peu comme nous tous au cycle supérieur, on en a fait plus que d'autres personnes. Mais réellement, quand est-ce qu'on en fait à l'extérieur de l'école? Beaucoup moins. C'est pas tout le monde qui devient politicien ou qui va faire des entrevues à la télé. Donc, le fait de proposer des situations que les élèves vivent moins, mais là, est-ce qu'il y en a qui sont moins motivés? À quoi ça sert? Moi, je me rappelle avoir dit ça souvent. À quoi ça me sert de faire ça? Je dirais plus ça à mes profs aujourd'hui, mais ça amène des réflexions quand même intéressantes. Tu sais. Si les élèves, ils sont là, ils sont pas motivés, mais en fait, ils ont le goût d'apprendre. Et que si on leur donne cette occasion-là, mais ça peut aider à générer de la motivation. Ça marche, merci. Donc, ben, je pense qu'on arrive bientôt à 2 heures. Alors, merci beaucoup, Erika, et merci beaucoup aussi, Naïma, d'avoir pris le temps de préparer une présentation et de contrôler votre ciné pour pouvoir venir présenter le tout aujourd'hui. J'espère que les propositions puis les questions vous ont été fort profitables pour chacune de vous. Donc, je laisse peut-être le petit mot de la fin à Marie-Maude ou Stéphane. Ah, t'as bien fait ça, Annie. Mais merci beaucoup à vous, là, les étudiants, les animatrices, hein, Marie-Maude, puis Annie, d'avoir voulu encadrer ce midi, cet après-midi. Et Erika puis Naïma pour ben, venir animer, je dirais, notre programmation scientifique, puis aller venir chercher en même temps des commentaires constructifs et tout. Donc, merci beaucoup.